3 ans, 3 mois et 5 jours après la diffusion du dernier épisode de Game of Thrones qui mettait un terme à une décennie de passion, de débats, d'analyses, en apportant une conclusion plus que controversée à un véritable phénomène de la pop culture, nous revoilà enfin à Westeros. J'espère que vous êtes chaud pour remettre le couvert, pour partager, pour discuter, pour passer des lundis à esquiver les spoilers. J'espère que vous êtes prêts à entrer dans la danse. C'est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans la Citadelle et ça me fait extrêmement plaisir d'enfin pouvoir vous retrouver pour cette analyse du premier épisode de la première saison de House of the Dragon, la série préquel de Game of Thrones, ou Hot D comme on l'appelle. Et avant d'étudier des scènes spécifiques, je vais commencer par vous donner un peu mon ressenti global, les points les plus importants que j'ai pu noter. Et pour commencer, il faut le dire, l'épisode je l'ai trouvé vraiment bon. Pas seulement l'épisode en lui-même en fait, mais surtout tous les gages qu'il apporte et ce qu'il peut laisser présager pour le reste de la série. On y retrouve évidemment tout ce qui fait l'essence de Game of Thrones à l'ancienne, notamment les premières saisons, donc de l'intrigue, de la politique, de la violence, du sexe, du rock'n'roll, bref, on est en terrain connu. D'un point de vue visuel, c'est à peu près tout ce que j'attends d'une adaptation du monde de Martin. La fidélité aux œuvres, la complexité, de la profondeur. Le monde est riche, le monde est vivant, et voilà, on a vraiment l'impression d'être spectateur d'un univers qui se déploie sous nos yeux de manière naturelle, avec une continuité, avec un passé. Ça fourmille de détails, voire même d'easter eggs. C'est quelque chose que souvent les œuvres télévisuelles ont du mal à faire transparaître, je trouve. Au-delà de l'aspect visuel, la narration participe également à cette immersion, parce qu'elle nous prend pas tellement par la main. Tout se fait de manière vraiment naturelle, et à aucun moment on a cet effet que je déteste, on dirait que les personnages s'adressent à nous et pas à leur interlocuteur. Dans cet épisode d'ouverture, tout ne nous est pas expliqué en permanence, ça lâche beaucoup d'éléments de lore, mais les personnages se comprennent, je pense notamment comme ça à des mentions à des figures historiques du passé comme Maegor ou Visenya. Et donc voilà, le constat le plus important pour moi, en tant que fan de l'univers, c'est que ça transpire la passion. On sent le respect pour l'œuvre, on sent la fidélité à l'univers, et que les mecs derrière la série s'efforcent vraiment à retranscrire ça. Ça passe par des décors, je pense notamment au trône, ça passe par les costumes, par l'héraldique, on y reviendra, mais aussi par des trucs tout bêtes comme des expressions. On entend Seven Hells, Good Gods, Good Morrow, qui sont vraiment des expressions propres au bouquin, qu'on n'utilise pas en anglais couramment. Il y a aussi pas mal de citations directes de Fire and Blood, ce qui est assez cool quand on sait qu'il y a vraiment peu de dialogue dans ce bouquin. Donc pour l'instant, on a un seul épisode, c'est difficile de juger, mais on dirait que même si la série cherche quelque part à recoller avec l'héritage de Game of Thrones, parfois même un peu trop, elle ose quand même s'en détacher pour se rapprocher de l'œuvre de Martin. L'exemple le plus flagrant c'est le trône, j'en parlais à l'instant. Et ça je trouve ça hyper rassurant, parce que c'était vraiment une crainte que j'avais, que Hot D se laisse complètement manger par son aîné, et du coup s'impose des choix artistiques et pas sa propre identité. J'ai également été pas mal rassuré par l'écriture, alors non pas que j'en doutais, mais j'avais peur que ça puisse être un peu trop simpliste ou caricatural, surtout quand on connaît le matériau de base. Parce que si vous voulez, Fire and Blood c'est pas un roman, c'est un livre d'histoire, qui relate des faits tels qu'ils auraient été rapportés à un personnage interne à l'univers, donc en l'occurrence l'Archmaester Gyldain, et donc c'est très descriptif des événements, il y a très peu de dialogue, très peu de développement des personnages, il n'y a aucun point de vue interne, et vraiment tout est soumis à l'interprétation. En plus de ça, il y a toujours plusieurs sources conflictuelles, ce qui fait qu'on sait jamais exactement ce qui s'est passé, ni les intentions des personnages. Et pour l'instant, sur ce qu'on a pu voir dans cet épisode, je trouve que la narration a l'air de réussir à jongler habilement avec cette grande difficulté du support. Donc pour résumer mon ressenti simplement, cet épisode réussit à nuancer les événements et les personnages en restant fidèle à Fire and Blood, mais en apportant ce degré de complexité que le livre nous suggère, mais nous explicite pas de par sa nature de livre d'histoire. Pour vous dire, j'ai vraiment par moments eu l'impression de voir des personnages écrits par Martin, comme ça a pu être le cas dans Game of Thrones, je pense notamment au perso de Daemon, mais surtout de Viserys, bon ça on y reviendra dans la suite de l'analyse, et ça prouve que les scénaristes sont à la fois passionnés de l'univers comme je le disais, mais comprennent la manière dont Martin développe ses personnages, et ça présage que du bon pour la suite. Alors évidemment, tout n'est pas non plus parfait dans cet épisode, j'ai eu des gros problèmes avec l'editing, je trouve qu'à certains moments il y a vraiment des cuts un peu dans tous les sens qui sont pas super bien faits, quelques décors qui ont pu faire un peu carton, la colorimétrie au début j'avais du mal, même si après plusieurs visionnages je m'y suis fait, en fait je pense que c'est plus une question d'habitude,
Et idem, la CGI, les effets spéciaux des dragons, à certains moments, je trouve que c'était pas non plus hyper peaufiné. Mais voilà, c'est vraiment des choses qui sont plutôt pardonnables, notamment pour un épisode pilote d'une nouvelle série. Donc maintenant que vous avez eu mon ressenti global, on va pouvoir analyser plus linéairement l'épisode, même si je vais essayer de développer certaines thématiques qui me paraissent importantes. Et tout d'abord, on va se pencher sur le titre de l'épisode, The Heirs of the Dragon, donc les héritiers du dragon. C'est une référence directe à Fire and Blood, parce qu'il s'agit littéralement du titre du chapitre avec lequel la danse des dragons commence. Donc, comme quoi, on voit que les showrunners ont vraiment à cœur de se fier à Fire and Blood. Et on ouvre l'épisode sur le Grand Conseil de 101, qui est un choix très pertinent, parce que c'est un peu l'événement dont va découler une grosse partie de l'intrigue, car il entérine de fait le fait que l'héritage du royaume ne puisse se faire au travers de la lignée féminine. Alors, le conseil dans la série est un peu simplifié, parce que normalement c'est pas Rhaenys qui est en compétition avec Viserys, mais c'est son fils Laenor, donc voilà, qui est en compétition pour la succession. J'avais dit que j'étais pas là pour faire de l'explication et de l'analyse, mais pour le coup c'est important, donc je vais y revenir 5 minutes. On est sous le règne du roi Jaehaerys en 101 après la conquête, et son fils Aemon, qui est son aîné, était l'héritier du trône jusqu'à sa mort au combat en 92. Aemon n'ayant qu'une fille, Rhaenys, le roi désigne son deuxième fils Baelon, l'héritier, ou comme on dit, le prince de Dragonstone, qui est le titre de l'héritier du roi. C'est une pratique totalement normale, hein. Aegon le Conquérant était roi avant sa grande sœur, Jaehaerys lui-même a hérité de la couronne avant sa sœur Rhaena, et en plus de ça, Baelon a déjà 2 fils, donc les fameux Viserys et Daemon. En 101, Baelon meurt d'une appendicite, et là on se retrouve dans une situation un peu inédite, parce que Laenor comme Viserys prétendent au trône. Donc la question qui se pose, c'est bien le choix de la lignée, et c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu simplifié dans la série. Sentant une guerre civile pointer à l'horizon, parce que d'un côté, donc Corlys, le père de Laenor, rassemble ses forces pour soutenir son fils, et Daemon, le frère de Viserys, fait de même, le vieux roi convoque un conseil, où Viserys est conforté dans sa place avec 20 fois plus de votes que son petit cousin. Je vais pas entrer plus loin dans les explications, hein, on est là pour faire de l'analyse, mais retenez juste que le conseil inscrit un précédent, une jurisprudence. La lignée féminine passera toujours après la lignée masculine. Et ça nous ouvre évidemment un thème crucial de cet épisode, et même de la danse en général, la position relative de l'homme et de la femme dans la société Westerosi. Alors je comprends la simplification de pas mentionner Laenor, parce qu'il faut éviter de paumer la moitié du public d'entrée, même si je pense que c'était important de vous partager la subtilité. Sinon, pour revenir sur la scène en elle-même, je la trouve satisfaisante, parce que on voit vraiment qu'il y a du monde, beaucoup de seigneurs, que c'est vivant, et c'est également une belle transition avec Game of Thrones qui finissait sur un grand conseil, et d'ailleurs on voit vraiment le contraste de ce que je critiquais dans la dernière saison, c'est que vraiment ça faisait vide quoi, on avait vraiment un univers avec personne dedans. C'est d'ailleurs pas le seul parallèle avec Game of Thrones, puisqu'on remarquera que les 2 séries commencent avec un épisode pilote qui est marqué par la mort d'un membre de la famille Arryn. Cette scène permet également une juxtaposition en miroir, puisqu'elle s'oppose à la scène finale de l'épisode, où cette fois-ci c'est bien une femme qui est consacrée princesse de Dragonstone. Finalement, niveau détail, je suis très heureux que la série ait enfin décidé de rajouter Roi des Rhoynar dans la titulature du roi. Encore une fois, les showrunners pensent à nous, ça fait plaisir. Et sinon, j'ai remarqué que le thème Baratheon est joué, donc il faut croire qu'au final c'est le thème de la royauté, hein, pas juste le thème de cette maison. Et finalement, je trouve ça quand même vraiment sympa de pouvoir voir Jaehaerys, parce qu'il faut savoir que dans le livre, il est trop vieux pour faire le trajet, mais voilà, comme c'est un personnage avec lequel on a passé beaucoup de temps dans Fire and Blood, je trouve que c'est un joli hommage et un petit cadeau pour les lecteurs, voilà, c'est cool. On enchaîne sur l'opening, ou plutôt le manque d'opening. Je vais vous avouer que je suis quand même un peu déçu, parce que c'est vraiment quelque chose que j'attends avec impatience, vu comment c'était iconique dans la série Game of Thrones, donc voilà, j'espère qu'ils vont réussir à faire quelque chose un peu différent, mais vraiment également qui marque. Et j'ai cru comprendre qu'il le réservait pour les prochains épisodes, donc voilà, on va patienter. À la place de ça, on a un texte qui nous explique qu'on est à la 9e année du règne de Viserys, donc on se trouve en 112 après la conquête, et on a une mention qui sort un peu de nulle part sur la naissance de Daenerys. Alors ok, je veux bien qu'on essaye de raccorder les bouts, qu'on essaye de faire plaisir aux fans, mais là, c'est quand même très forcé, surtout quand on voit les autres mots qui disparaissent juste pour laisser apparaître, avant la naissance de Daenerys, enfin, c'est bon, on a compris quoi. Surtout que la ressemblance s'arrête pas là, parce qu'on enchaîne directement avec l'arrivée de Rhaenyra à King's Landing sur le dos de Syrax, donc son dragon, avec un costume relativement similaire à ce que pouvait avoir Dany dans les dernières saisons. Bon, j'espère que c'est juste des petits clins d'œil pour remettre l'audience dans sa zone de confort,
Mais honnêtement, je parlais en début de vidéo de cette crainte de devoir toujours tout ramener à Goth, et alors qu'en fait, on a une série qui est vraiment qui est fraîche, qui est indépendante, qui assume ses différences, également en termes de direction artistique. Donc voilà, en plus de ça, Rhaenyra, c'est un personnage qui est radicalement différent de Dany, donc j'ai vraiment pas envie qu'on ait une V2 quoi d'un même personnage. Bon, ceci dit, le reste de l'épisode m'a quand même globalement rassuré sur ce point. On va pas se mentir, cette intro, retrouver King's Landing, les grands plans sur la ville, avec le thème Targaryen en fond, la nostalgie elle est clairement là quoi, on se sent à la maison. J'avais vraiment ce feeling qu'on a quand on retrouve son chez-soi après être parti longtemps en vacances, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le seul bémol, honnêtement, c'est que j'aurais aimé que la ville soit un peu différente. On a 170 piges entre les deux séries, ça a quand même eu vachement le temps d'évoluer, et j'aurais aimé un donjon rouge un peu plus rustique par exemple. De toute façon, j'ai toujours trouvé un peu trop fantaisiste dans la série, c'était déjà le cas dans Game of Thrones. Mais bon, pareil, je pense qu'HBO cherche plus à nous mettre à l'aise, à nous mettre dans notre environnement. La différence majeure quand même, c'est la présence du Dragon Pit, donc l'arène, l'écurie où sont logés les dragons, que l'on aperçoit dans les dernières saisons de Game of Thrones, en ruine, et le Dragon Pit, le design est vraiment stylé, j'ai vraiment rien à redire. Ce que j'ai trouvé un peu moins stylé en revanche, c'est les Dragon Keepers, donc ceux qui gardent les dragons. C'est un ordre créé par Jaehaerys, dont on parlait à l'instant, qui normalement sont équipés d'armures noires étincelantes avec une crête en écailles de dragon qui descend le long de leur colonne vertébrale, enfin le truc assez classe quoi. Là, on dirait un peu un groupe de clodos. Bon, après, ça se comprend, parce qu'historiquement parlant, les Valériens sont un peuple de bergers qui ont trouvé et domestiqué les dragons. Donc je suppose qu'on peut justifier ça en disant que les Dragon Keepers gardent la tenue traditionnelle de berger pour s'occuper des dragons. Ça a un certain charme, et ça a du sens. Mais le plus important pour moi, c'est qu'ils leur parlent en valyrien. C'est tellement logique, et c'est comme ça qu'on donne de la profondeur à un monde, quoi. S'ensuit une petite balade dans King's Landing, j'aime beaucoup l'attention aux détails, avec cette statue de dragon qu'on peut voir, et donc l'arrivée au Donjon Rouge, et là même constat, il y a du monde, ça bouge, ça vit, contrairement à ce qu'on a pu avoir, notamment dans les dernières saisons de Game of Thrones. Bon, je vais arrêter de faire la comparaison systématiquement. Et je vais pas vraiment m'étendre sur la scène entre Rhaenyra et Aemma Arryn, parce qu'évidemment, on en parlera surtout lors de la scène du tournoi / accouchement, mais voilà, il y a cette phrase de la reine consort, cet inconfort est notre manière de servir le royaume, et bien sûr, The Childbed is our battlefield, l'accouchement est notre champ de bataille, qui sera mis directement, visuellement et dans la narration en parallèle lors du tournoi, plus tard dans la vidéo. Cette phrase, d'ailleurs, elle provient directement des livres, c'est une citation que Randyll Tarly fait à Brienne, « A woman's war is in the bathing bed », la guerre d'une femme est dans le lit de couche, et ça c'est un thème qui est vraiment récurrent dans l'œuvre de Martin, cette opposition entre les combats, et également comment évoluent les femmes dans un monde où leur rôle effectif est d'être mariées, souvent pour des raisons politiques, et d'enfanter, et comment elles assument ce rôle tout en s'accomplissant elles-mêmes. C'est un sujet qui est assez profond, assez poignant, et qui est traité en général intelligemment, parce que on n'a pas vraiment de jugement de valeur, ça blâme pas directement les hommes non plus, parce qu'en fait leur situation est pas enviable, je veux dire faire la guerre, se prendre un coup de marteau dans la tête, ça fait pas spécialement plaisir, mais c'est vraiment une juxtaposition fonctionnelle de deux rôles dans une société archaïque, médiévale. Et d'ailleurs je pense que ce serait un peu une connerie d'appliquer des préceptes moraux modernes à un tel sujet, ce serait super réducteur, parce que voilà, il faut vraiment garder à l'esprit qu'on est dans une société médiévale. Mais voilà, Aemma résume vraiment bien dans ce dialogue cette thématique, mais je vais en rester là pour l'instant, parce que sinon, j'aurais plus rien à vous dire dans la scène de l'accouchement. Sur une note un peu moins sérieuse, ça m'a vraiment fait délirer les tapisseries dans cette pièce qui représente une orgie. Ouais, bon, on est bien sur HBO, tout est carré, tout est normal. On passe donc au premier conseil restreint, qui nous propose une vraie scène d'exposition pour un certain nombre de personnages principaux. Le roi Viserys, sa main Otto Hightower, Corlys Velaryon, et même le frère du roi, Daemon, qui brille par son absence, entretient encore un peu le mystère. Et c'est une scène qui introduit également un certain nombre de problématiques, à savoir la triarchie, la succession du roi, les frasques de Daemon et sa City Watch. Et donc cette scène débute par la fin d'une blague, sans contexte, ce qui je pense est une petite référence à la scène finale du dernier conseil restreint dans la saison 8 de Game of Thrones, qui termine sur Tyrion commençant une blague, qui était un peu une private joke qui est assez récurrente dans toute la série Game of Thrones. Donc voilà, je pense que c'est une petite référence entre les deux. On peut voir que Corlys Velaryon fait partie du conseil, en tant que maître des navires. Alors ça, c'est assez habile, je trouve, parce que normalement, dans les livres,
Corlys a justement quitté ses fonctions lorsque Jaehaerys a nommé le père de Viserys héritier, car, selon Corlys, sa femme Rhaenys était plus légitime. Bon, le changement est totalement acceptable, parce que contrairement au bouquin, là, on ne connaît pas Corlys depuis 60 ans, et il faut bien une manière de l'introduire. Corlys donc présente le problème qui est causé par la triarchie. Alors je vais vous expliquer vite fait, la triarchie c'est une alliance de 3 des cités libres, à savoir Tyrosh, Lys et Myr, qui projettent d'envahir les Stepstones. Donc les Stepstones c'est un chapelet d'îles qui sont contrôlés par des pirates. Voilà, ça va avoir son importance par la suite. D'ailleurs c'est marrant, la série a choisi de représenter les armes de la famille Velaryon par un cheval marin. Donc en anglais, en VO, dans les livres c'est décrit par Seahorse, ce qui en anglais peut vouloir dire littéralement cheval de mer, mais également hippocampe, l'animal. C'était un sujet de débat dans la communauté pendant assez longtemps, jusqu'à ce que George Martin lui-même tranche en déclarant qu'il s'agissait du vrai animal. Bon, la série a fait le choix inverse, je suppose qu'ils se sont dit que ça faisait peut-être un peu trop ridicule d'avoir un seigneur avec un hippocampe sur le blason, je sais pas. Tout ça pour dire que donc c'est une scène d'exposition qui est très intéressante, qui présente certains enjeux et la dynamique entre les personnages. Donc on a un roi qui paraît très sympathique, très conciliant et de bonne volonté, mais qui manque de fermeté, puisqu'il ne souhaite jamais jeter la pierre à qui que ce soit, notamment à son frère Daemon. On voit aussi la dynamique de pouvoir avec un Otto Hightower qui coupe la parole pour parler au nom du roi, etc. Et on arrive enfin à l'introduction de Daemon. Vraiment, j'ai adoré cette scène. Entre l'échange, la mise en scène, le jeu de lumière, on pouvait pas mieux introduire un tel personnage. Déjà, le mystère était entier, parce qu'il avait été mentionné à plusieurs reprises sans qu'on sache vraiment qui il était, on parlait de lui à la 3ème personne, il est arrivé ce matin, le roi n'est pas au courant, etc. Et le reveal fait vraiment honneur au personnage de Daemon, l'imprévisible, le Rogue Prince comme on le surnomme. Donc on a des plans arrière, il reste dans l'ombre avec les traits de lumière qu'il masque, ce qui me rappelle un peu la scène de Spectre où est révélé Christophe Valls, et tout est fait en fait pour qu'on capte directement le personnage. Donc il est assis sur le trône, accoudé, et c'est vraiment la nonchalance absolue. On sent quand même dans ses propos une petite pointe d'ironie, je trouve. Et bon, j'ai pas envie de faire trop de comparaisons, parce que les personnages de House of the Dragon sont vraiment des personnages à part entière, avec leur propre personnalité et leur histoire, mais ça me fait vraiment penser directement à Jaime. Le frère un peu mal aimé, mais dont on sent le talent, avec une nonchalance prétentieuse qui aime à se faire détester. Et évidemment, cette scène trace le parallèle directement en fait, parce que une des premières choses que l'on apprend de Jaime, c'est qu'Eddard Stark l'a trouvé assis sur le trône. Et donc, puisqu'on parle du trône justement, j'aime vraiment beaucoup le design. Il est bien plus proche de celui des livres. Alors bon, j'aurais aimé qu'HBO s'en rapproche encore plus, quitte à virer le design qu'on connaissait, mais je suppose que le visuel du trône, c'est quelque chose de bien trop iconique pour qu'ils y touchent, mais j'apprécie beaucoup l'effort, et même s'ils ont des impératifs de coller à des éléments visuels, au moins ils arrivent à trouver un compromis. Autre élément que j'ai adoré dans cette scène, les Targaryens entre eux échangent en haut valyrien. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, c'était une chose à laquelle j'avais beaucoup réfléchi, et que je voulais vraiment voir, mais que j'espérais pas en fait. Et c'est tellement logique, c'est tellement normal parce que c'est leur langue naturelle, et même si on a tendance à l'oublier, voilà, normalement entre eux ils devraient vraiment parler tout le temps en haut valyrien. Et donc pour moi cette scène, elle est vraiment top, c'est une très bonne intro du perso dont on voit l'arrogance, la nonchalance, mais un peu d'ironie quand il parle, et on voit qu'il tient fondamentalement à sa famille, à sa manière un peu particulière, et ça on verra surtout plus tard dans le reste de l'épisode. L'action suivante se déroule au Godswood de King's Landing. Alors un Godswood c'est quoi? C'est un bois sacré et le lieu de culte des anciens dieux, mais qui sert également juste d'endroit pour chill. Et donc on a une scène d'amitié et d'insouciance entre Rhaenyra et Alicent. Ça va me permettre d'aborder la question de la temporalité, qui est relativement différente par rapport à celle de Fire and Blood. Donc en effet, on est en 112 après la conquête, d'après l'intro, et donc on a un petit remaniement de la timeline, parce que normalement le tournoi qui est présenté dans cet épisode est en réalité celui de l'accession au trône de Viserys, qui a lieu en 104 à Maidenpool, pas à King's Landing, et la mort en couche d'Aemma Arryn et de l'héritier Baelon intervient un an plus tard en 105. Alors pourquoi ce changement? Bien d'une, pour vieillir un peu Rhaenyra, donc puisqu'elle a maintenant 15 ans au lieu de 7 ou 8 dans les livres, et ça permet également de rendre l'histoire plus dramatique en corrélant le tournoi à la naissance de Baelon, et ce qui permet de rendre possible donc le parallèle entre les combats des hommes et des femmes. On en a parlé tout à l'heure, on reviendra dessus lors de l'analyse à proprement parler de la scène. Et donc, couplé à l'augmentation de l'âge de Rhaenyra, on a également un rajeunissement volontaire d'Alicent,
puisqu'elle a normalement 9 ans de plus que la princesse. Leur amitié de jeunesse est donc forgée de toutes pièces pour la série, et honnêtement, je trouve que tout ce changement de timeline est plutôt intéressant. Ça ajoute de la profondeur à la relation Rhaenyra-Alicent, et autant je suis le premier à critiquer quand on dévie du matériau de base sans aucune raison, Corlys Velaryon, mais clairement, tout ce shift de l'action, du tournoi et de l'âge des personnages, ça sert réellement un propos narratif. Comme quoi, fait intelligemment, une entorse dans l'adaptation, ça peut être totalement légitime, voire même bénéfique dans ce cas-là. Après, à voir si ça va pas avoir des conséquences sur le reste de l'histoire, et j'attends de voir comment le scénario va s'adapter. Dernière petite remarque, dans cette scène, on peut y voir un weirwood. Les weirwoods, vous savez, c'est ces arbres blancs, là, avec les visages sculptés. Dans les livres, il y en a pas, dans le bois sacré de King's Landing, il s'agit simplement d'un chêne. Par contre, dans la série Game of Thrones, il y a effectivement une souche de weirwood au sol. On peut donc en déduire que dans l'univers télévisuel, cet arbre a été coupé entre-temps, et je pense qu'on peut probablement soupçonner Baelor, vous savez, le roi très pieux qui a bâti le fameux grand sceptre de Baelor, et qui, dans son zèle religieux, ça aurait du sens qu'il ait fait abattre le weirwood. Mais bref, on passe à la scène du bain entre le roi Viserys et la reine consort Aemma Arryn, qui est sa cousine au passage, donc c'est pour ça qu'elle a l'aspect valyrien. C'est une scène extrêmement touchante, mais quelque part assez triste, parce que même là où Viserys peut enfin poser au sens figuré sa couronne et être lui-même, il est quand même rongé par le besoin de fournir un héritier au royaume, et il en va de même pour sa femme Aemma, encore pire d'ailleurs du fait de la culpabilité, parce qu'il s'agit littéralement de son devoir. Plusieurs éléments à noter dans ce dialogue. Donc déjà, comme je le disais en début de vidéo, il y a plein de petits éléments de lore qui sont lâchés par-ci par-là, sans nous les expliquer avec des grands sabots. Et donc là, il est fait mention de Visenya. Visenya, donc au-delà d'être le nom féminin de Viserys, il s'agit du nom d'une des sœurs d'Aegon Ier, qui était la sœur un peu austère, prête à faire des saloperies pour la famille, et elle portait l'épée Dark Sister, qui est celle de Daemon maintenant, et Visenya s'est également trouvée dans une crise de succession, enfin bref, vous comprenez la comparaison qui est faite avec le propre frère du roi Daemon. Il y a également un deuxième petit easter egg à cette phrase, mais ça risque de spoil, donc je vous laisse ça en description pour ceux qui le veulent. Mais la partie la plus intéressante pour nous dans cet échange, c'est la mention du rêve de Viserys. Alors ça, c'est totalement une invention de la série, même si elle se base sur des éléments de l'univers bien ancrés. En effet, un certain nombre de membres de la famille Targaryen sont sujets à des rêves prémonitoires, qu'on appelle les rêves de dragon. Si vous voulez en savoir plus, j'avais fait une vidéo complète sur le sujet, mais je trouve cette idée assez cool en vrai, parce que les rêves et les prophéties ont une place importante dans la saga, et avaient été quasiment complètement délaissés dans Game of Thrones. Donc voilà, encore une fois, on se raccroche un peu au lore de l'univers, même si c'est pas une fin en soi, c'est toujours ça de prix. J'aime également cet ajout parce qu'il sert à appuyer plusieurs propos. Donc je le répéterai jamais assez, inclure des trucs c'est cool, inclure des trucs utiles c'est mieux. Et donc là, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que Viserys est persuadé qu'il va avoir un héritier, que tout va bien aller, etc. Le problème majeur, c'est quelque chose qui est central en fait dans l'œuvre de Martin, c'est le problème de l'interprétation. Déjà, premièrement, la prémonition du roi, elle est clairement autoréalisatrice. Donc il voit des chevaux, il voit des boucliers fracassés, des épées, et donc il décide d'organiser un tournoi. Sauf que c'est pas comme ça qu'on interprète une prophétie en fait. Ça marche pas dans ce sens. C'est comme si moi je lis un horoscope qui me dit ouais tu vas pécho ce soir, et du coup je me sape bien, je sors avec la confiance, etc. C'est pas l'horoscope qui est correct en fait. C'est moi qui réalise quelque chose en fonction de la prédiction. Et là, c'est exactement le cas pour Viserys, c'est-à-dire il organise un tournoi parce qu'il a ce rêve, mais du coup, ça veut pas dire que c'est ça ce qu'il est en train de voir, quoi. En réalité, qu'est-ce que Viserys voit ? Il voit tout simplement la danse, J'ai une analyse un peu plus poussée sur les différents éléments de son rêve, mais là, par contre, ça va vraiment spoiler à fond, donc je le mets dans la description, encore une fois, pour ceux qui s'en foutent, pour ceux qui ont déjà lu les œuvres. À noter au passage, d'ailleurs, un petit détail sympa, que le roi parle des cloches du Grand Sept. Et voilà, il utilise le terme Grand Sept et pas du Great Sept. C'est tout simplement parce qu'en fait, le Great Sept de Baelor a pas été construit à l'époque, en fait. Et on arrive à la scène de Daemon Darmanin, l'introduction de la City Watch. Si la scène de la salle du trône vous avait pas déjà convaincu, celle-là nous montre clairement que Matt Smith était vraiment né pour interpréter Daemon. Sérieusement, il est exactement comme je me l'imaginais. L'attitude, le charisme, le Daemon menaçant, son speech a vraiment tout de ce que j'attends du perso. Alors, la City Watch, c'est quoi ? Donc en français, c'est littéralement la garde de la ville, la garde urbaine, je trouve ça sonnerait mieux, plus ça fait un peu romain. C'est donc les forces de sécurité de la capitale chargées de faire respecter la loi et l'ordre.
Daemon en devient effectivement le commandant, après avoir été évincé du conseil, et, avant de remettre de l'ordre dans la ville, il en remet dans l'institution. Donc il la réforme, il l'équipe, et il crée donc ce fameux uniforme qui leur vaudra leur surnom, les Capes d'Or, les Gold Cloaks. Et justement, les costumes, ils sont vraiment impeccables. C'est ça qu'on veut voir. Quand on compare ce à quoi les Gold Cloaks ressemblaient dans Game of Thrones, c'est quand même autre chose. Et encore une fois, ça prouve qu'on peut sans problème s'éloigner de la direction artistique de GOT au profit de quelque chose bien classe et bien plus proche de la vision de Martin. Donc ce passage, il nous fait comprendre la dangerosité de Daemon, évidemment, la difficulté à le cadrer, et en fait on comprend mieux la position d'Otto Hightower, la main du roi, et sa critique envers Viserys qui n'arrive absolument pas à contrôler son frère, qui est vraiment l'électron libre de la famille, quoi. On y voit également la grosse différence entre les deux frères. On en a un qui est là pour obtenir des résultats, quelle que soit la manière, quelle que soit la méthode, et en dépit des conséquences, et de l'autre qui cherche à tout prix à maintenir l'harmonie, au risque de pas réussir à s'élever aux attentes de son rang. Le seul bémol de la scène pour moi, c'est la violence qui peut sembler parfois aléatoire. Alors, qu'il y ait de la violence, vraiment, aucun problème, c'est le but de la scène, on est là, on est à Westeros, on n'est pas au pays des bisounours, tant mieux. Non, le problème, c'est que des fois, on dirait qu'ils prennent un peu au hasard les gens, alors que pas du tout. Les méthodes de Daemon sont brutales, elles sont impitoyables, mais elles sont pas aléatoires. Et là, ouais, voilà, on dirait des fois que ces lieutenants choisissent des gens au pif comme ça, alors que c'est pas le cas, et d'ailleurs le conseil le dit juste après, ils avaient rassemblé des criminels. Et également, dans cette scène, première fois qu'on voit Darksister, donc qui est la deuxième des deux épées des Targaryen en acier valyrien, je trouve le design assez cool, en vrai, avec sa garde en forme de dragon, contrairement à sa sœur, Blackfyre, qu'on voit plus tard dans l'épisode, et dont le design, je trouve, est pas ouf, surtout quand on connaît l'importance de cette épée, quoi. Conséquence directe de la scène précédente, on assiste à un nouveau conseil, avec cette fois-ci la présence de Daemon qui doit se justifier. Le but de la scène est une nouvelle fois d'exposer les caractères des personnages, les enjeux et les rivalités. On peut voir déjà que lorsque le roi entre dans la pièce, son frère est le seul à ne pas se lever. Bon, on commence déjà à comprendre le personnage, il est dans une position de défi de l'autorité, il fait ce qu'il veut, mais le vrai intérêt de cet échange, c'est de montrer l'inaptitude du roi à sévir et à prendre des mesures punitives. Viserys, c'est un homme bien, qui cherche à tout prix à éviter les conflits, sauf qu'il prend pas la mesure de ce qui se passe autour de lui, et il comprend pas que son indulgence, vis-à-vis de tout le monde, pas que de son frère, permet indirectement de créer les conditions idéales pour ces conflits qu'il croit éviter, de grandir au contraire. Il trouvera toujours des justifications aux actions de chacun des membres de sa cour pour les excuser. Viserys, c'est le genre de mec qui va dire « Oh là là, ça suffit, serrez-vous la main », et de se satisfaire en pensant que tout est rétabli. Mais, et c'est là que j'aime beaucoup l'écriture de Viserys pour l'instant, c'est qu'il tombe pas non plus dans le stéréotype total, il essaye quand même de faire avancer les sujets. Sauf que ses proches le savent, il suffit de regarder comment Daemon joue dans son jeu en acceptant la tape sur les doigts, il lui dit « Yes, your grace », alors qu'au début quand il le croise il l'appelle « brother », parce qu'il sait que reconnaître son autorité va servir à satisfaire la naïveté de Viserys, et ça marche bien parce que le roi conclut sur le fait que, malgré les écarts de conduite, c'est finalement peut-être pas une si mauvaise chose. On voit donc clairement apparaître la rivalité entre Otto et Daemon, avec un échange brutal, qui aurait pu être un peu plus subtil, je trouve. Le coup de la femme décédée devant tout le conseil, comme ça, je pense que même pour un personnage comme Daemon, ça va un peu loin, mais bon, il réagissait à Otto qui essaye de l'évincer de la cour en le renvoyant auprès de sa femme. Au passage, les scénaristes se sont clairement fait plaisir en incluant deux des citations directement tirées de Fire and Blood. La première, c'est Daemon qui surnomme sa femme Bronze Beach, donc parce que le bronze en fait c'est traditionnellement associé à la famille Royce, et là encore je trouve que c'est un peu too much de sortir ça pendant le conseil, mais bon. Et surtout la deuxième, c'est la punchline sur les moutons, alors je pense que tout le monde l'attendait, et je suis sûr que les scénaristes se demandaient où ils allaient réussir à la caler. Bon, en tout cas ça fait sourire. Et autrement, on peut voir que les membres du conseil ont des billes qui placent pour annoncer être en session. Alors ça c'est assez intéressant, c'est absolument pas dans les bouquins, et limite je me demande si c'est pas une stratégie pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'assassins de Bravos qui aurait pris l'apparence de l'un d'entre eux en fait. Avant d'enchaîner sur la dernière ligne droite, donc le tournoi et le grand finish, il y a une petite scène intéressante car on voit enfin Daemon vulnérable, donc il laisse de côté son costume de bad boy insolent, et qui nous fait comprendre qu'en réalité il a peur de se faire remplacer auprès de son frère. Ça semble aller au-delà d'une simple ambition pour la couronne, et je trouve cette séquence très cool parce que ça reprend quasiment mot pour mot en fait l'échange qu'on a pu avoir plus tôt entre Rhaenyra et Alicent. Et enfin on y arrive, on va pouvoir maintenant s'attaquer à la scène du tournoi,
qui est globalement, selon moi, très réussi. De par les décors déjà, on a beaucoup d'armoiries, vous savez que moi ça me parle, les costumes sont vraiment incroyables, il y a plein de détails, je pense notamment au casque de Gwen Hightower qui a littéralement une tour sur la tête, ça fait vraiment très Martin, très Song of Ice and Fire, voilà les costumes un peu extravagants. Il manquait juste les bois de serre sur le casque de Lord Baratheon et ça aurait vraiment été parfait. Il y a également le dialogue des filles qui parlent de l'écuyer du seigneur Tarly, le fils de Lord Macy, voilà, ça c'est les petits détails, c'est les petites conversations qu'on retrouve vraiment dans l'ambiance des bouquins. Aussi le coup des lances rattrapées à la volée pour le dynamisme des combats, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et on comprend mieux les descriptions dans les livres qui disent voilà, ils ont brisé 14 lances pendant leur duel. Les joutes sont souvent vraiment bien filmées, mais extrêmement mal montées, je trouve. Je vais m'expliquer. En fait, d'un point de vue plan, il y a vraiment des choses très belles, voilà, des plans à la première personne, des trucs qui sortent super bien. Mais par contre, dans l'editing, dans le montage, il y a vraiment trop de cuts. Il y a des cuts dans tous les sens. Des fois, ça cut même avant l'action qui vient de se dérouler, c'est-à-dire qu'on voit un impact, ça coupe, on revoit l'impact, ce qui fait très bizarre comme sensation. Pareil, beaucoup de cuts sur des réactions en retard. Donc voilà, je pense qu'il y avait un peu mieux à faire du côté du montage. Surtout que c'est dommage parce que comme je le disais, il y a vraiment des plans qui sont visuellement super jolis. Après quelques joutes de Criston Cole et une apparition de Boremund Baratheon qui, une fois de plus, met en valeur le laxisme de Viserys, on arrive à une confrontation entre Daemon, dont l'armure est absolument sublime, je tenais à le dire, et Gwen Hightower. Alors ce combat a deux objectifs narratifs. Le premier, c'est d'insister sur la rivalité Daemon-Otto, puisque le prince bat le fils à la déloyale, puis demande la faveur de la fille, et le deuxième, c'est de montrer une nouvelle fois que Daemon se sent au-dessus des règles, qui commet des actions en toute impunité, et qui cherche à atteindre ses résultats voulus, quelle qu'en soit la manière, on l'a vu tout à l'heure. Et en réalité, ce tournoi est issu d'un mix de deux tournois de la saga. Celui de 104, dont on parlait en début de vidéo, durant lequel Daemon perd effectivement son duel contre Criston Cole armé d'un fléau qui lui arrache Dark Sister, mais également d'un autre tournoi qui aura lieu en 209 et où un prince Targaryen du nom de Aerion vise et tue le cheval de son adversaire. Comme quoi, le script est bien inspiré de pas mal d'événements différents de l'œuvre de George. Mais le plus important dans cette scène, vous vous en doutez, c'est la mise en parallèle avec l'accouchement de la reine. C'est cette idée que chacun a un combat à mener à sa façon. Ça me rappelle les paroles dans Mulan, nous devons tous servir l'empereur, les hommes en se battant, les femmes en enfantant, c'est vraiment ça. Et donc ce parallèle, il est déjà très fort visuellement, avec tout d'abord la forme de l'arène, bon je vais pas vous faire un dessin, et donc le sang qui remplira le centre de l'arène fera écho au sang qui remplira le centre de la reine. C'est une référence directe évidemment à la phrase d'Aemma au début de l'épisode, que l'accouchement était la bataille des femmes. Et là où normalement il y a une opposition fondamentale de résolution, avec un cas qui donne la mort et l'autre qui donne la vie, un cas où les gens y meurent et l'autre où les gens y naissent, ça va ici malheureusement pas se passer comme prévu. Et donc pour marquer le parallèle, tandis que l'accouchement augmente en intensité, les combats également. Et donc on a toujours cette juxtaposition en miroir, et le montage y est pour beaucoup. Néanmoins, j'ai quand même un petit problème sur le tournoi. Alors, je comprends totalement le propos, les hommes souffrent et mettent leur vie en jeu au combat, les femmes de même en couchent, et au passage, je pense que ça montre également que Viserys ne contrôle pas à la fois sa vie personnelle comme son royaume, et la portée symbolique est vraiment belle, mais je considère quand même que la violence du tournoi est pas vraiment rationnelle. Alors oui, les tournois peuvent être violents, oui, il peut y avoir occasionnellement des morts, mais c'est toujours quelque chose d'extraordinaire et de tragique. Et je veux dire, c'est quand même des nobles, des fils de seigneurs qui s'affrontent, et donc c'est relativement impensable de les voir s'étriper à mort, et ça créerait quand même des problèmes géopolitiques et d'instabilité dans le royaume assez fous si les tournois se déroulaient de cette manière. Bref, tout ça culmine avec d'une part le duel entre Daemon et Criston Cole, et d'autre part avec la décision nécessaire d'effectuer une césarienne pour tenter de sauver l'héritier, la reine étant déjà condamnée. Et je vous disais que le tournoi était inspiré d'autres événements dans la saga de Martin, c'est également le cas de l'accouchement, parce que dans le bouquin Fire and Blood, en fait, Aemma, elle décède vraiment en une ligne, voilà, on dit, elle survit pas à l'accouchement, et le fils meurt le lendemain. En fait, ce que les scénaristes ont fait, très intelligemment, c'est de reprendre un autre accouchement dramatique qui amène au décès de Alyssa Velaryon, la mère de Jaehaerys. Alors, la grosse différence avec la scène de la série, c'est qu'elle est inconsciente pendant que ça arrive, et que son mari, après avoir pris la décision,
quitte la pièce, ne pouvant assister aux conséquences de son choix, alors que dans la série, Viserys reste avec Aemma jusqu'au bout. La réaction de Viserys tout au long des événements colle extrêmement bien au personnage d'ailleurs, il est incapable d'admettre à sa femme ce qui est en train de se passer. Cette scène est aussi terrible qu'elle est bien intégrée dans le processus narratif avec la juxtaposition des combats qu'on a pu voir. De par son intensité, sa viscéralité, c'est une introduction parfaite à un thème qui est cher à Martin et indissociable de La Danse des Dragons, la dynamique entre les genres, et je pense qu'on peut féliciter les showrunners pour avoir traité ce sujet sans rien occulter de la réalité des faits, et avec la compassion nécessaire. Et on enchaîne ensuite avec la crémation, comme le veut la coutume targaryenne, sur un bûcher allumé par un dragon. Alors j'étais très surpris que la scène ne se déroule pas à Dragonstone, là où ça arrive normalement, ça aurait permis de souffler un peu et de retrouver un endroit bien connu du public. Au passage, c'est tellement satisfaisant d'entendre Dracarys avec un vrai accent valyrien, et pas ce vieil accent anglais qu'on pouvait entendre il y a quelques années. Quant à la scène, elle est extrêmement importante pour le développement de Daemon, parce qu'on voit qu'il tient réellement à sa famille et à son frère, notamment parce qu'il comprend sa position et l'incapacité du roi à faire son deuil à cause justement de cette position royale. Et ça se voit dès la scène suivante avec le conseil. Il n'a pas eu le temps de digérer qu'il doit déjà traiter les affaires du royaume et de la succession. Et encore une fois, je me répète, le personnage de Viserys, c'est vraiment mon coup de cœur dans cet épisode, parce que c'est juste un homme qui est mis dans une situation inextricable par le pouvoir des circonstances, mais il est beaucoup plus complexe que dans les livres en fait, où on n'a pas trop plus de détails que ça. Là on le voit, il ose s'élever contre Otto et contre son conseil, avec d'ailleurs une petite référence à Feast for Crows, le 3e livre de Martin, parce qu'il cite littéralement le titre du bouquin. Et en fait, si on regarde juste les actions, ou l'inaction plutôt de Viserys pendant son règne, on peut être amené à penser qu'il est juste faible, mais la réalité est quand même bien plus compliquée que ça, et les showrunners ont vraiment plongé à fond dans cette idée-là, et je trouve ça super intéressant. Ce que j'aime également beaucoup dans cette scène, et dans l'épisode en général, c'est comment Otto et Daemon, qui se détestent, se définissent constamment par des reproches qui valent également pour eux-mêmes. Donc typiquement dans cette scène, Otto dit « Les dieux n'ont jamais fait d'homme qui manque de patience pour le pouvoir absolu ». C'est également très vrai pour sa propre personne. Et de l'autre côté, Daemon un peu plus tard dit « Otto est un deuxième fils qui n'hériterait de rien qu'il ne prendrait pas lui-même », ce qui est également littéralement la définition de Daemon. Et on y vient donc à la scène qui était probablement la plus attendue par la communauté, je pense, la fameuse scène du Heir for a Day, donc l'héritier d'un jour. Et franchement, c'est une masterclass. Tellement bien amené, tellement bien monté. C'est grâce à ce genre de choses que je vous dis que cet épisode m'enlève de pas mal de doutes sur la capacité d'adapter un contenu aussi compliqué que Fire and Blood. Parce que, comme pour la mort d'Aemma, qui fait qu'une seule ligne dans le livre, et bah pareil, là on n'a pas vraiment de contexte en fait dans Fire and Blood. Et ça c'est une réelle question pour une adaptation sur un format télévisuel. Comment présenter un tel événement en conservant une ambivalence? Parce que dans un livre, on peut toujours dire on n'était pas sûr, un tel a vu, un tel a dit, etc. Dans la série, c'est un peu plus compliqué, parce que ce que l'on voit, on le voit, il y a vraiment peu d'ambiguïté. Et ça c'est le défi numéro 1 donc, de cette adaptation, et pour cette scène en particulier, HBO s'en sort remarquablement bien. Alors, on y voit Daemon avec ses hommes, qui gère son deuil comme il le peut, il est clairement affecté, et ses propos sont remontés par Otto, qui je rappelle cherche à l'éloigner du roi, parce qu'il sait que Viserys ne peut pas le contrôler et lui pardonne tout, jusqu'à ça, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors le montage est très intéressant, parce qu'il entrecoupe le rapport d'Otto et la mise en contexte, et la punchline n'est pas montrée directement, mais laissée à l'interprétation. Donc ça nous met vraiment en fait dans la position du conseil, qui forcément voit ça comme une énième provocation, en même temps ils connaissent bien Daemon, et une provocation cette fois qui va trop loin. Mais ce qui semble transparaître, c'est que le toast avait l'air sincère quelque part, même si d'extrêmement mauvais goût évidemment. Et j'y vois plus une sorte de mécanisme de défense de Daemon pour surmonter la tragédie. Il se doit d'être fort devant ses hommes, d'être le bonhomme et de pas se laisser affecter publiquement. Je trouve que c'est un propos très intéressant sur un phénomène bien réel qui touche les hommes, c'est qu'indirectement, la société force l'homme à tenir ce rôle, voilà, ne pas exprimer ses sentiments sous peine de passer pour quelqu'un de faible, et interdit quelque part aux hommes d'être vulnérables. On a eu le droit juste avant à un regard sur la condition de la femme, et maintenant on la met en opposition avec une certaine facette de la condition de l'homme, voilà, il y a toujours cette juxtaposition. Je pense que Daemon est extrêmement affecté, mais qu'il ne le laissera pas transparaître, il ne peut pas le laisser transparaître. En conséquence, il fuit ses responsabilités familiales, de la même manière que Viserys a longtemps fui ses responsabilités royales. Et c'est bien ce qu'il essaye, à sa manière, de dire à son frère dans la scène dans la salle du trône, qui lui aussi n'a pas le droit de faire son deuil de par ses responsabilités, j'en parlais avant. Et c'est ça ce qui est dramatique dans ce dialogue.
Daemon aime son frère, il cherche à le protéger. Mais comment il s'y prend ? En véhiculant cette espèce de masculinisme toxique, soit fort, soit un homme, tuer le roi, mais il fait ça avec de bonnes intentions, car il sait que son frère est dans une position dangereuse. Sauf que, malheureusement, c'est absolument pas le genre de discours dont a besoin Viserys à ce moment-là. Il vient de perdre sa femme et son fils, qui plus est son héritier. Il est probablement rongé par la culpabilité de la mort de sa femme, même s'il n'avait pas vraiment le choix. Il ne peut pas faire son deuil, il doit paraître fort devant sa cour et le royaume tout entier, et il n'y a que 2 personnes sur qui il peut se reposer. Premièrement, sa fille, mais c'est compliqué, parce qu'elle aussi, elle vient de perdre sa mère, et pour un père, il se doit d'être fort pour elle. Et la deuxième personne est, évidemment, son frère. Sauf que comment son frère gère ça ? En masquant sa peine, en sortant avec ses camarades, puis en disant à son frère de rien laisser transparaître. Et alors, qui est là pour soutenir le roi ? Qui est la seule personne à le traiter humainement et à reconnaître sa douleur ? Eh bien oui, il s'agit d'Alicent. Et ça pourra avoir des conséquences sur l'avenir. Mais voilà, c'est ça la vraie tragédie de cet événement. C'est pas juste celle d'un homme accablé par le drame de la vie, mais c'est également celle d'un frère qui est trop fort et trop fier pour montrer à son frère la compassion qu'il mérite. La force de Daemon, cet aspect guerrier, badass, c'est aussi sa grande faiblesse. Détail qui a son importance, dans cette scène, Viserys tient Blackfyre, l'épée qui est le symbole du pouvoir royal. En fait, il rappelle à Daemon que c'est bien lui le roi, et Daemon s'y trompe pas, il le dit directement en entrant dans la salle. Par contre, c'est un peu aussi le seul point négatif que j'ai sur cette scène, le design de Blackfyre est vraiment pas ouf, j'avais déjà mentionné tout à l'heure, mais je trouve qu'ils auraient pu faire vraiment mieux pour une épée aussi importante dans la saga. Et on va finir cette longue analyse sur la double scène de la nomination de Rhaenyra comme princesse de Dragonstone, mise en parallèle avec la révélation de la prophétie du prince qui fut promis. Alors rapidement pour la nomination, j'ai beaucoup apprécié que les lords utilisent tous leurs titres issus des bouquins. La musique est également exceptionnelle, c'est la 3e fois que Ramin Djawadi nous compose une musique construite autour du piano, et c'est un 3e chef-d'œuvre, donc pour l'instant c'est un sans faute. D'ailleurs, le titre de la composition est hyper touchant parce qu'elle s'appelle The Prince That Was Promised, ce qui fait référence directement à la prophétie, dont on va parler dans un instant, mais d'un point de vue plus pragmatique, ça peut également désigner Baelon, l'héritier d'un jour, qui était le prince promis à Viserys. Mais justement, quel est mon avis sur la révélation ? Perso, je suis extrêmement mitigé. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça sort pas totalement de nulle part. La légende du prince promis, qui s'appelle donc Song of Ice and Fire, la chanson de la glace et du feu, c'est intimement lié à la maison Targaryen, et on sait qu'elle sera très importante par la suite, puisqu'elle a littéralement donné son nom à la saga de Martyn. Je vais pas me pencher sur les détails de la prophétie, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la regarder, mais voilà, le fait que la Song of Ice and Fire soit liée aux Targs, c'est avéré. Je pense notamment à Rhaegar, qui était persuadé qu'il était l'élu, qui a bâti sa famille autour de la prophétie. Je pense à Maester Aemon, qui considère que Dany peut être l'élu, parce que prince en valyrien, c'est un mot qui est pas genré. Je pense également à la tragédie de Summerhall, où les Targs ont tenté de ranimer des œufs de dragon, ce qui n'a pas fonctionné. Les rêves de dragon sont tout aussi présents et importants. L'épisode parle de Daenys, qui a vu la chute de Valyria. On a même Daenerys elle-même dans les livres qui rêve de se battre contre une armée qui évoque les White Walkers. Donc voilà, comme je disais, il y a plein d'éléments qui se répondent les uns aux autres. Que la série mentionne les prophéties et les rêves, c'est très cool. Je l'ai déjà dit, j'avais jamais compris pourquoi Game of Thrones a toujours esquivé le sujet, tout en l'abordant quand même un peu vaguement. Le vrai problème que j'ai, c'est l'idée que la volonté réelle derrière la conquête était d'unir les royaumes en prévision explicite de la longue nuit. Comme si quelque part, les Targs étaient des héros magnanimes qui, dans leur bienveillance, ont voulu aider le monde. Alors, c'est pas du tout le cas, les Targaryens, c'est le feu et le sang, c'est la conquête, c'est la notion d'exceptionnalisme basée sur des critères ethniques qui justifieraient d'assujettir les autres peuples, comme tous les autres Valyriens l'ont fait avant eux. Et je trouve que ça dessert totalement l'univers de trouver une justification qui absoudrait la volonté de domination et la soif de pouvoir de cette famille. D'autant plus qu'à la lecture de Fire and Blood, il est évident que cette question n'a jamais préoccupé les monarques, ni le conquérant, ni ses descendants. Il est clair que Martyn a eu l'idée après coup, car oui, au passage, je suis 100% sûr que ça vient de Martyn, je veux dire, ça sort à plein nez. Mais bon, je me demande vraiment ce qu'ils vont en faire dans la série, parce que la question n'intervient aucunement dans la danse, mis à part peut-être pour justifier la volonté des 2 camps de gagner, se sentant plus légitimes car élus de la prophétie, je sais pas. Et finalement, on va terminer sur 2 jolis clins d'œil dans cette scène. Premièrement, lorsque Viserys mentionne le nom de la prophétie, donc de la saga, il agrippe en gros plan la dague qui, dans l'univers de la série, servira à l'accomplir et à sauver le monde des ténèbres, même si aucun d'entre nous veut reparler de ça. Et
Deuxièmement, le monologue de Viserys termine sur un « Promise me Rhaenyra » qui est une référence directe au « Promise me Ned » de Lyanna, ce qui permet une nouvelle fois de tisser un lien avec le prince promis, Rhaegar et Jon Snow. C'est la fin de cette vidéo, de cette très longue analyse. Je vous remercie de l'avoir suivi, la prochaine fois j'essaierai de faire plus concis. En tout cas, je vous dis Valar Morghulis et à la prochaine pour l'analyse de l'épisode 2. Bye.